les 10 exemples. Ah bah on va commencer par vous, en fait, c'est vous qui allez commencer par jouer. Les interférences, à quoi ça sert? Est-ce que vous pouvez me donner des applications de ça? Parce que c'est bien bon, on a quand même passé un certain temps là-dessus, ça se trouve ça sert à rien. Juste à vous embêter. Ouais. Oui, ouais, c'est pas grave. Okay. Vous n'avez pas été sauvé par le gong, la question est toujours en l'air. À quoi ça sert les interférences? Alors imaginez-vous, typiquement les interférences c'est Michelson. Michelson c'était un grand barbu au 19e siècle, là, fin 19e siècle, début 20e siècle. Il crée un interféromètre où il met deux miroirs, là, comme on a vu l'autre fois, une séparatrice, et il fait des interférences avec ça. Est-ce que vous pensez qu'il avait en tête qu'un siècle plus tard, ça allait juste embêter des étudiants en TP de L3? Ça a servi pour l'astrophysique. Alors, à quoi? Pour mesurer une distance entre deux sources lumineuses. Comment? C'est pas pour t'embêter, parce que tu réponds à... C'était en prenant deux sources lumineuses lointaines. Alors, j'ai l'impression que tu vas évoquer ce que j'ai dit la dernière fois en parlant de l'interféromètre stellaire. C'est-à-dire quand on a deux sources qui sont légèrement écartées dans le ciel et qu'on regarde ça à travers un dispositif de fond de Young, il y a un phénomène de brouillage qui fait que pour certaines séparations des trous, quand on met ça devant un télescope, effectivement, pour une certaine séparation des trous, on a un brouillage de la fibre d'interférence et donc on peut déterminer comme ça la séparation angulaire. Ça, ce n'est pas le dispositif qu'on appelle interféromètre de Michelson, c'en est un autre. Alors, son but à lui, c'était vraiment de pouvoir faire des interférences dans une situation où il pouvait contrôler la différence de marche entre les deux rayons. C'est-à-dire, je reviens un instant sur le dispositif des fentes d'Young cette fois. C'est plus simple. On a une source S, la lumière peut passer par là, on a un écran ici, et quand je le place ici à un point M donné, j'ai accès ici à l'état d'interférence de rayons qui ont parcouru l'un la distance L1 en haut, l'autre la distance L2 en bas, et la différence ici de chemin optique c'est donné par L2 moins L1. Quand on fait ça vraiment en pratique, la gamme de L2 moins L1 à laquelle on a accès, elle est toute petite. C'est-à-dire que vous avez souvent ça qui fait de l'ordre d'un millimètre, une fraction de millimètre, pour des raisons qu'on a déjà vues. Ça, c'est quelques dizaines de centimètres. Et vous vous rendez vite compte, quand vous regardez cette géométrie-là, que si ici vous avez les grandeurs que j'ai dit, millimètres, et là, dizaines de centimètres, la différence entre L1 et L2, elle est petite ici. Elle est de l'ordre du millimètre, voire du centimètre, mais pas plus. Or, comme on va le voir tout à l'heure, on peut avoir envie d'avoir accès à des L2 moins L1 qui font, par exemple, 10 cm, voire 1 mètre. Ça, on ne peut pas avec ça. Et donc l'idée de Michelson, c'était exactement ça. C'est-à-dire, on a de la lumière ici, j'ai un premier miroir, la lumière fait ça et éventuellement revient là. Je mets un deuxième miroir ici. Cette fois-ci, la lumière peut traverser la première lame, aller se réfléchir, revenir là et là. Et lui, il n'y a absolument aucun principe physique qui nous limite la position de ce miroir. Je peux très bien, lui, le mettre ici à 10 cm de la séparatrice, et puis lui, le mettre à 1 m 10. Et avoir comme ça un L2 moins L1 qui va faire ici deux fois la distance 1, c'est-à-dire 2 mètres. Donc le but de l'interféromètre de Michelson, c'était d'avoir des distances L2 moins L1 ici qui sont grandes. Alors pourquoi est-ce qu'il voulait faire ça maintenant? Ça, c'est pas forcément évident non plus. Justement, c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Donc là, ça va vous montrer une des premières applications ici des interférences pour ce qu'on appelle la spectroscopie. Et donc je vous rappelle juste que quand on a des interférences à deux ondes, quel que soit le dispositif, l'intensité qu'on obtient en superposant deux ondes et en les interférées, c'est donné par I est égal à 2I0 facteur de 1 plus cosinus de K delta, où le delta qui est ici, c'est la différence de marche. C'était le L2 moins L1 que j'ai écrit tout à l'heure. Et K, ici, c'est le nombre d'ondes. Et c'est 2pi sur lambda. Ok, vous vous souvenez de ça?
la figure représentative de ça, si je trace ça par exemple en fonction de... Tiens, de delta par exemple. Je vais tracer I ici en fonction de delta. Donc, ce que ça veut dire en fonction de delta, hein, imaginez bien la situation expérimentale suivante. Alors évidemment, j'ai effacé Michelson, je vais le reproduire ici. La lumière arrive là, stop. Ce que j'ai dessiné ici, c'est schématiquement un interférence de Michelson. La lumière arrive là, les deux miroirs sont là, voilà. Et je peux m'intéresser à ce qui se passe si je mets un détecteur de lumière ici. Donc ici, je mets un truc qui capte la lumière et qui compte l'intensité, qui mesure l'intensité. Et je m'amuse à changer le delta en faisant bouger le miroir qui est ici. Et je peux comme ça, pour chaque valeur de delta, mesurer l'intensité, puis je vais obtenir une courbe comme ça. Cette courbe, elle est donnée par l'expression qui est au-dessus, et ça donne quelque chose. C'est juste une sinusoïde, ça qui varie entre 0 et 2,10. Bon, jusqu'ici, pas grand-chose de nouveau. Maintenant, imaginez qu'on n'ait pas une source, enfin qu'on ait une source, mais qui ne soit pas monochromatique comme ça a été supposé ici en prenant K et donc en prenant un lambda donné, mais supposez qu'on ait deux raies, qu'on ait deux longueurs d'onde différentes qui sont émises. Par exemple, si on a le doublet jaune du sodium, donc le doublet jaune du sodium, c'est deux raies qui sont très proches l'une de l'autre, séparées de moins d'un angstrom, et donc ça se comporte comme deux sources indépendantes avec des longueurs d'onde un tout petit peu différentes. Je vais tracer ici, juste en dessous, ce qu'on obtiendrait comme intensité en fonction de delta pour une longueur d'onde qui sera un tout petit peu différente. Ça, on va dire que c'est pour une des raies du doublet, et pour l'autre raie du doublet, on aurait quelque chose qui est très similaire, mais qui serait un tout petit peu expandu ici. Donc, on aurait ici le même nombre d'oscillations, mais qui se ferait sur une gamme de delta un tout petit peu plus grande, si delta est différent. Donc, à l'œil, si les lambdas sont suffisamment proches, ça se ressemble pas mal en fait. Voilà, ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de prendre ça et puis de l'expandre un tout petit peu. Et donc ça serait pour lambda 1, une longueur d'onde donnée, et ça serait pour lambda 2, un tout petit peu différent de lambda 1. Voilà. Je vais vous le montrer, ce que ça donne ça, parce que là, je fais des aiguilles et tableaux, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on le fait vraiment proprement, on obtient ça. C'est moi qui vais shooter dans la caméra. En haut, c'est une certaine oscillation ici, I en fonction de delta. Au milieu, c'en est une autre. Donc à l'œil, j'ai pris ici 10% d'écart entre les fréquences, donc ça se ressemble quand même pas mal. Et en bas, c'est la superposition des deux. C'est la somme de ces deux courbes, la somme de ces deux intensités. Donc c'est l'intensité totale qui vient des deux raies en fait. Et vous voyez qu'il se passe un truc vraiment rigolo. On obtient une courbe de cette forme-là. Alors, ça, vous allez peut-être mieux le voir si je rapproche les courbes l'une de l'autre. Donc je vais les mettre l'une sur l'autre. Là, vous voyez ce que je fais? Je les mets l'une sur l'autre pour qu'on voit vraiment où est-ce qu'elles diffèrent, ces courbes-là. Vous voyez qu'ici, au centre là, de la figure, les courbes sont les mêmes, donc elles se superposent, les intensités s'ajoutent, et on a vraiment quelque chose ici qui varie beaucoup. Vous avez des endroits où les maxima de l'un tombent sur des minima de l'autre, donc ça se compense. Et puis de nouveau, pour d'autres un petit peu plus loin en delta, de nouveau ça s'ajoute comme il faut. Et donc vous avez ici une modulation finalement des deux oscillations. Ça, c'est le phénomène de battement, hein, tout simplement, ce que je suis en train de vous dire. On ajoute deux sinusoïdes avec des fréquences légèrement différentes. Ça donne une sinusoïde qui oscille 2 fois plus vite que la précédente, et le tout modulé par une fréquence qui est donnée par la différence des fréquences individuelles. Donc là, c'est juste un phénomène de battement. Ben ça peut être mis en œuvre de la façon suivante. Ça veut dire que si on mesure effectivement l'intensité en fonction de delta, donc je fais vraiment l'expérience que j'ai dit ici, hein, j'ai ma source avec deux raies ici, et puis je fais varier delta et je mesure l'intensité qui est ici. Ce que je vais voir à l'écran, sur le détecteur, si je fais la courbe I en fonction de delta, je vais trouver une courbe qui va faire quelque chose comme ça. Je vais essayer de la faire quand même. Pas trop moche non plus, c'est une excuse d'être au tableau. Je vais d'abord faire l'enveloppe. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on avait des battements de ce type-là. Et à l'intérieur de ces battements, voilà, on aurait quelque chose comme ça. Et alors la valeur centrale en fait de l'intensité ici, ça serait
I0, ça serait 2 I0 ici. Donc, je répète, hein, vous éloignez un des miroirs du Michelson, vous voyez l'intensité qui change, qui varie brusquement, qui passe de 0 ici à 4 I0, en oscillant autour de 2 I0, puis les oscillations deviennent de moins en moins, d'amplitude de moins en moins grande pour atteindre ce point-là, puis de nouveau ça augmente, etc. Quand vous enregistrez cette figure-là, et vous pouvez le faire automatiquement, ça peut être un petit moteur qui fait tourner qui entraîne une roue qui décale le miroir à vitesse constante. Du coup, vous aurez un enregistrement en fonction du temps, de l'intensité sur le capteur qui va faire quelque chose comme ça. Et de cette courbe-là, en fait, vous allez pouvoir déduire le fait que vous aviez bien deux raies au départ et non pas une seule. Si vous avez une seule, vous auriez une sinusoïde qui est là. Le fait que vous ayez des battements comme ça vous dit, non, en fait, j'avais deux longueurs d'onde. Et en particulier, la distance ici, delta, qui correspond à deux minima successifs de la courbe là, et vous donne accès ici à la différence de longueur d'onde. Ça donne lambda 2 moins lambda 1. Donc le delta lambda, du coup. Donc ça, c'est vraiment une manière de s'assurer qu'on a des raies, qu'on a plusieurs raies dans un doublet, par exemple. On peut faire cette manip. Alors c'est beaucoup plus général que ça, en fait. Là, c'est un petit peu pour vous introduire cette notion-là, mais si vous avez maintenant une source dont l'intensité... Ce que je viens de... Je le reprends calmement et doucement. Ce qu'on vient de voir ici, ce dont je viens de vous parler, c'est une source dont l'intensité I est donnée par une certaine intensité à une longueur lambda 1, plus une autre intensité à une longueur d'onde lambda 2. Quand on a plus de longueur d'onde que ça, et quand on a tout un spectre, l'intensité totale, elle est donnée par la somme de toutes les intensités associées à chacune des longueurs d'onde, et je peux l'écrire comme ça. Je peux écrire ça comme l'intégrale de d lambda de I de lambda. Voilà. Le I de lambda qui est ici, ça serait l'intensité par unité de longueur d'onde, et ça serait ici l'intégrale de 0 à l'infini. Je peux aussi l'écrire de manière un tout petit peu différente, qui va être plus facile pour moi pour la suite ici. Je vais l'écrire en fonction de oméga. I de oméga, D de oméga. Donc au lieu de représenter les spectres en fonction de leur longueur d'onde, je vais le faire en fonction de leur pulsation oméga. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que quand on introduit ça, on va tomber ici, dans ce que je vais écrire dans 2 minutes, sur des transformés de Fourier, ce qui n'est pas le cas si on écrit en lambda, au moins de cette manière. Et donc ça, l'intensité qui est ici, je vais le préciser, ça c'est l'intensité de la source. On a une source qui émet de cette manière-là. Et donc une source qui est décrite par un spectre I de oméga ici. Quand on envoie cette intensité-là dans le dispositif qui est ici, chaque longueur d'onde de la source ou chaque pulsation de la source donne, après traversée du dispositif interférentiel, une intensité qui est donnée par ça. Donc ce que fait le dispositif interférentiel, c'est que ça prend l'intensité incidente, ça multiplie par 2 et ça multiplie par ce terme-là. Voilà. Donc ça veut dire que l'intensité émergente du dispositif, c'est donné par 2, et je vais remplacer ici I0 par ce qui est là-bas, 2 fois l'intégrale de 0 à l'infini de I de oméga, facteur de 1 plus cosinus de oméga. Et dans le cosinus ici, le K, je vais aussi le remplacer par ce que ça vaut. K, il vous rappelez que c'est oméga sur C. Donc ça, je peux l'écrire oméga delta sur C. Je vais séparer l'intégrale en deux. Là, normalement, je vous ai perdu. C'est le cas? Non? Alors attention ici, parce que si je ne vous ai pas perdu, je vais vous perdre maintenant pour vous rattraper. Là, j'ai utilisé l'expression de l'interférence à deux ondes ici. Ça, c'est ce qui provient de... Non, mais c'est bon en fait, c'est ça que je veux faire.
Il y a quelque chose qui me chiffonne ici. Non, non, pardon. Non, non, ok. Donc là, du coup, je vous ai vraiment perdu. Bon. Ça, c'est effectivement l'intensité qui sort du dispositif interférentiel quand on lui fait entrer l'intensité de la source ici. J'ai décomposé ça sur les différents oméga. La somme qui est ici, là, je vais la séparer, je vais développer la parenthèse. Donc j'ai une intégrale de deux termes, finalement. L'intégrale de tout ça fois 1, plus l'intégrale de tout ça fois le cosinus. L'intégrale de tout ça fois 1, ça s'écrit I de oméga d oméga. Et l'autre, 2 intégrale de 0 à l'infini, de I de oméga, cosinus oméga delta sur C d oméga. Ça là, bah ça c'est simplement l'intensité de la source. Donc là j'ai 2 fois l'intensité de la source. Plus, bah, c'est pas tellement étonnant, hein. Ça c'est ce qu'on aurait si on n'avait pas d'interférence. Hein. Donc si on a des trous de Young, chaque trou donne une intensité I source, donc on se retrouve avec 2 fois ça au total. Et c'est la même chose pour l'interféromètre de Michelson. Donc dès qu'on a interférence à 2 ondes, ça c'est ce qu'on obtiendrait sans les interférences. Le terme d'interférence ici modifie ça. Il le modifie de quelle manière? Et bien on a ce terme-là que je réécris bêtement. I de oméga. Et alors je ne vais pas l'écrire tout à fait bêtement, je vais l'écrire comme la partie réelle. Et je vais mettre un nombre complexe ici pour que vous voyez vraiment intervenir quelque chose que vous connaissez. Donc j'ai remplacé ici cosinus par partie réelle de l'exponentielle de I oméga delta sur C. Le terme qui est ici, ça, vous savez comment ça s'appelle. Je vous rappelle que quand on a une fonction f de t, si j'introduis une fonction f, je vais écrire dans l'autre sens. Si j'arrive à écrire f de t est égal à intégrale de f de oméga exponentielle de moins i de plus i oméga t d oméga, quelle est la relation entre ça et ça? Ça porte un nom en fait. Ok, ça s'appelle la transformée de Fourier de ça. C'est vraiment donc, ce que dit cette fonction. Ça, hein, c'est que f de t, je le décompose comme tout un tas d'exponentielles monochromatiques avec des pulsations oméga. Et f de oméga, ça me donne le poids de chaque pulsation oméga quand je fais cette décomposition. Donc ça, là, ça c'est la transformée de Fourier de f de t. Et on le note souvent d'ailleurs avec un tilde pour distinguer le symbole f de celui de la transformée de Fourier. Et bien vous voyez qu'ici on a vraiment quelque chose qui est similaire. Hein. On a ici ce terme-là, c'est l'intégrale de I de oméga fois exponentielle de I oméga delta sur C d oméga. Ça, c'est bien une somme d'exponentielles monochromatiques avec ici le poids de chacune de ces exponentielles dans la somme. Donc ça, là, le terme qui est ici, I de oméga, c'est la transformée de Fourier de tout ça. Autrement dit, je le réécris ici, l'intégrale de I de oméga est reliée, je mets reliée parce qu'il y a un facteur 2 aussi, donc ce sera exactement égal, à la transformée de Fourier de I de delta. Le I de delta, je vais le rappeler ici, je ne l'ai pas remis, mais c'est lui. Hein. C'est lui, l'intensité émergente ici en fonction de delta. Donc c'est donné par cette expression-là, donc c'est donné par tout ça. Ça dépend bien de delta. Ben voilà, le I de oméga qui est ici, c'est la transformée de Fourier de I émergente de delta. C'est relié à. Pourquoi c'est intéressant ça? Ben, ça veut dire que par une mesure vraiment toute bête avec un Michelson, vous mesurez la courbe ici I de delta. Donc ça encore une fois c'est vraiment simple, hein. Vous prenez votre miroir mobile et vous le faites tourner, enfin vous le déplacez latéralement, vous mesurez I, vous reprenez une autre valeur, vous mesurez I, etc. Vous faites toute la courbe comme ça. Et donc la courbe I de delta, elle est facile à obtenir. Il y a même des dispositifs qu'on vous vend et qui font ça directement. Il y a le moteur EMI, le dispositif d'acquisition aussi. Vous avez juste à éclairer avec une source.
Pour une source donnée, vous avez ici une courbe comme de ce type-là, qui peut être assez compliquée. Là, je pourrais essayer de faire quelque chose qui ressemble spécialement à ce qu'on avait tout à l'heure. Mais voilà, en gros, ça oscille. Et puis, vous avez ici un profil d'oscillation qui peut être, comme tout à l'heure, sinusoïdal, mais qui peut être plus compliqué que ça aussi. Ben voilà, à partir de ça, vous faites la transformée de cette courbe-là. Et ce que ça vous donne, c'est le spectre de la source, I de oméga. I d'oméga, ici, c'est vraiment le spectre de la source, c'est comment est-ce que l'intensité se décompose sur chacune des pulsations oméga. Donc si vous avez une raie, le spectre va donner ça. Là, tout à l'heure, quand j'avais dessiné les battements avec le pot, ben, on obtiendrait, avec ce dispositif, quelque chose comme ça, on obtiendrait 2 raies, en fait. Voilà. En fait, on obtient même mieux que ça, on obtient le profil de la raie aussi. Hein. Si on a cette courbe-là avec suffisamment de précision, on obtient ici carrément le profil de la raie. Pas seulement dire qu'il y a une raie ici, mais comment est-ce que cette raie quelle est sa structure, comment est-ce que ça monte ici, comment est-ce que ça descend, etc. Et alors, il y a une propriété des transformés de Fourier que vous connaissez probablement, c'est que les détails ici, si on veut avoir précisément la fonction I d'oméga ici, la transformée de Fourier, si on veut des détails très fins de la transformée de Fourier, il faut avoir ici un enregistrement très long. Voilà, pour être précis. Donc, si vous avez ça en temps, hein, quand vous faites de la musique, si vous enregistrez, si vous voulez avoir accès à des fréquences qui sont petites, il faut un temps d'enregistrement qui est long. C'est comme ça que ça marche. Donc là, c'est pareil, si vous voulez avoir accès aux détails de l'arrêt, ben, il faut ici une gamme de delta qui est grande. C'est pour ça que Michelson il voulait faire son appareil et qu'il voulait avoir accès à des deltas grands. Il faut des deltas qui puissent faire quelques dizaines de centimètres, voire 1 mètre, pourquoi pas plus, hein, si on veut être capable de vraiment voir le profil des raies spectrales ici. Donc à partir du moment où les gens ont compris ça, le Michelson c'est devenu vraiment un outil privilégié pour faire de la spectroscopie, pour comprendre les raies des atomes, par exemple, et des différentes sources optiques. La transformée de Fourier, vous l'avez étudié un peu, hein? Un peu, beaucoup? Quand même. Vous êtes des pros? Ouais. Non, ça peut être subtil, hein. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être un peu compliquées dans la transformée de Fourier, mais bon, voilà, au moins la définition, vous la connaissez. Ok. Ah ouais. Ok. Pardon, je parle tout seul. Il va falloir faire des choix. On n'a pas utilisé Michelson pour faire des expériences sur la relativité restreinte? Si. Avec la rotation de la Terre comme ça. Oui, alors je peux en parler effectivement. Donc effectivement, il y a une expérience extrêmement célèbre en physique qui fait appel à l'interféromètre de Michelson, et c'est Michelson qui l'a d'ailleurs mis en œuvre. Donc je retrace l'interféromètre ici. Dans un référentiel galiléen, l'interféromètre de Michelson marche de cette façon-là. Ça fait 4 fois que je fais le dessin, donc vous avez commencé à avoir compris. Voilà. Bon. Et on peut s'arranger pour régler cet interféromètre de manière à ce que, par exemple, il n'y ait pas de lumière qui sorte pour des interférences dystatiques. Bon. Imaginez que je me mette à déplacer le Michelson, réglé de cette manière-là, par exemple, vers le bas. Il est ici, je le déplace vers le bas. Il va se passer il va se passer un phénomène nouveau, c'est que la lumière, suivant la vision qu'avaient les gens au XIXe siècle de la lumière, si le dispositif est en train d'aller de ce côté-là, la lumière, elle se déplace par là-bas, elle rattrape un miroir ici qui est en train de se déplacer là, puis elle doit revenir par là-bas, et elle doit courir après la lame ici qui est en train de s'éloigner. Donc en fait, ça va changer, le fait que l'interféromètre soit en train de se déplacer, ça va changer le temps de parcours que met la lumière pour aller de la source au point qui est ici. Ça va aussi d'ailleurs changer le temps de parcours de la lumière qui passe par ce miroir-là. Comme ce miroir-là est en train de se déplacer vers le bas, il faut que la lumière ici arrive comme ça et puis reparte par là-bas si elle veut aller espérer choper la séparatrice qui s'est déplacée. Donc elle doit aussi, la lumière, se déplacer sur le côté pour effectivement traverser le dispositif. Et donc le temps de parcours ici n'est pas non plus le même que le temps de parcours là. Donc
En résumé, si on déplace l'interféromètre de ce côté-là, ça change le sens de parcours et donc ça change l'état d'interférence ici. Là où il y avait interférence destructive, et ben ça ne sera plus le cas parce que le temps de parcours de l'onde qui est passée ici et de celle qui est passée là ne seront plus égaux et donc ne seront plus en opposition de phase. Et donc on n'aura plus d'interférence destructive et on devrait voir réapparaître les francs. Tout ça, alors il y a aussi, ça c'est une première analyse du phénomène, et les gens au XIXe siècle pensaient de plus que la lumière avait besoin d'un milieu pour se propager. Ils pensaient que les ondes électromagnétiques c'était en fait une manifestation d'un milieu qu'ils appelaient l'éther à l'époque. Voilà. On voyait les ondes électromagnétiques comme une perturbation de ce milieu. Ça c'est en particulier Maxwell, qui a écrit les équations de Maxwell. Quand il a écrit les équations de Maxwell, il ne s'est pas réveillé un matin en pensant à ça, il s'était basé sur une analogie qu'il maîtrisait depuis longtemps, une analogie de fluide. Lui, il voyait vraiment un fluide avec des tourbillons dedans, il interprétait les tourbillons comme des champs magnétiques, et il avait vraiment l'idée, quand il a découvert que sa théorie donnait naissance à des ondes électromagnétiques, pour lui, les ondes électromagnétiques, c'était vraiment un milieu qui était là, et qui était perturbé par des sources. Pourquoi je vous raconte tout ça? Quand on a cette vision-là, si vous avez un dispositif comme ça qui est en train de se déplacer par rapport à l'éther, par rapport au milieu dans lequel les ondes se déplacent, ça aussi, ça change la donne, ça change la manière dont on calcule les temps de parcours. Imaginez pour ça que ce ne soit pas des ondes lumineuses, mais des ondes à la surface de l'eau. J'ai ici ma baignoire, j'aime bien faire la physique dans ma baignoire, je toque, et je mets l'équivalent d'un dispositif de ce dispositif-là, mais pour des ondes à la surface de l'eau. C'est facile à faire, je mets ici un miroir, je mets juste le bord de la baignoire, là aussi. Je mets un dispositif semi-réfléchissant pour des ondes à la surface de l'eau, c'est pas évident, mais on va imaginer que ça existe. Voilà, splotch, 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 splotch ici, l'onde, il y en a une qui part là, je toque qui revient là, l'autre qui revient là, très bien, et je me retrouve ici avec, si j'ai bien réglé mon appareil dans ma baignoire, avec ici, pas d'onde. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc les ondes qui parviennent ici des deux bords de la baignoire se interfèrent destructivement et je vois plus d'ondes. Si maintenant je fais la même expérience mais que je déplace le dispositif par là, les ondes, elles se déplacent toujours par rapport à la surface de l'eau. Le miroir ici, le bord est en train d'avancer, le miroir qui est là est en train d'avancer aussi. Je ne vais pas faire tout le calcul, mais vous voyez que ça peut être un petit peu compliqué. Il faut prendre en compte une onde qui se propage par rapport à un milieu fixe, mais tout le dispositif lui, est en train de bouger par rapport au milieu. Pour l'éther, c'est pareil. Et donc les gens avaient une idée de ce qu'allait se passer quand on bouge, quand on déplace l'interféromètre dans l'éther. Et Michelson, il s'est dit, je vais faire l'expérience, je vais essayer de mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport à l'éther avec ce genre d'expérience. Et Michelson permet de faire ça. Et alors la manière de le faire, c'est pas vraiment de se mettre au repos puis de bouger, c'est plutôt de se dire, la Terre elle est en train de bouger autour du Soleil. Très probablement l'éther il est fixe par rapport au Soleil, mais nous on n'est pas pourquoi, c'est comme ça, voilà, les gens ont fait ça. Donc la Terre est en train de se déplacer par rapport à l'éther. Et donc si c'est le cas, on sait très bien dans quelle direction la Terre se déplace dans l'espace. Et donc voilà, si la Terre se déplace par là-bas, on règle l'interféromètre de cette manière-là, et on est en train de se déplacer dans cette direction-là par rapport à l'éther. On obtient un certain état d'interférence ici, et Michelson se dit, si maintenant je tourne l'interféromètre d'un quart de tour, le temps de parcours qui était ici va passer sur ce bras-là, et inversement. Et du coup, en tournant l'interféromètre, on devrait avoir ici une différence de chemin optique qui change, parce qu'on a modifié ici le rôle des deux bras. Et donc on devrait avoir l'état d'interférence qui change ici en tournant l'interféromètre. Et c'est vraiment ça qu'il a fait. Il avait un interféromètre qui était gros comme la table qui est ici, là, splotch. Il a mis ça dans un bain de mercure. Vous imaginez un bain de mercure? En plus, c'est pas très bon pour la santé. Il est mort d'ailleurs. On met ça dans un bain de mercure. Pourquoi dans un bain de mercure? Parce que ça flotte. À peu près tout flotte sur le mercure. C'est très dense le mercure. Donc, il a posé son support qui flottait sur le mercure et du coup, il pouvait tourner aussi facilement parce que ça flottait. Donc, il a mis l'interféromètre. Il a réglé sur une frange noire. Il a tourné l'interféromètre pour essayer de voir un changement de l'état d'interférence et il n'y est pas arrivé. Ce qui était super bizarre. Mais vraiment super bizarre. Tout le monde s'attendait à ce qu'on voit quelque chose. Donc, les gens ont refait les expériences, lui aussi, et non, l'expérience disait vraiment ça. Donc, ça s'appelle l'expérience de Michelson et Morley. Et donc, ça a montré que l'hypothèse que la Terre se déplace dans l'éther est très probablement fausse. Et on a compris plus tard, au XXe siècle, en particulier grâce à Einstein, que effectivement, c'est pas du tout comme ça qu'il faut analyser ça. Les ondes électromagnétiques n'ont pas besoin de milieu, il n'y a pas d'éther, et il faut tout analyser tout ça dans le cadre de la relativité restreinte. Est-ce que ça répond à ta question? Ok.
Alors, une autre application un peu plus actuelle et surprenante, moi je trouve, enfin, quand j'ai appris ça, ça m'a surpris. Voilà, bon, bref. Des interférences à 2 ondes, c'est la manière dont marchent les lecteurs CD. Vous savez tout ce que c'est les compacts disques. Comment ça marche d'ailleurs? Comment ça marche un compact disque? Comment on arrive à stocker de l'info et à la récupérer? Je l'avais un peu dit la semaine dernière. Vas-y. Ouais, c'est une sorte de réseau sur le disque. Un laser, on dit la lumière qui est diffractée à travers le laser. Alors, À travers le disque. donc de profil, ça donnerait quelque chose comme ça, avec des 0 et des 1 en gros. Ouais. Voilà. Alors bon, détail, dont on se fout éperdument, mais je vais le dire quand même. Les trous et les bosses ne codent pas des 0 et des 1 dans les compacts disques. C'est les changements d'état qui codent des 1, et quand ça ne bouge pas, c'est des 0. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est juste que c'est plus facile. C'est plus facile de voir une commutation d'un signal que de voir si c'est un 0 ou un 1. Bref, j'arrête. Donc c'est comme ça. Et comment est-ce qu'on détecte qu'il y a un trou ou une bosse? C'est ça, c'est là où je veux en venir. Si la verse réfléchit ou pas? Donc on a une lumière ici. Ouais. Et donc s'il y a un trou, elle se réfléchit, et s'il y a une bosse, elle se réfléchit pas? Le contraire? Là, le truc, c'est qu'à priori, elle se réfléchit partout. Hein. Là, elle va au fond, pouf, elle revient là. Le Là, laser, il arrive de biais dessus. Non, il est droit. Ouais. C'est pas le même temps. Ouais. D'accord? On pourrait imaginer ça. Alors, vous avez déjà vu un lecteur de CD, hein, entre la tête de lecture et le CD, il y a 1 millimètre à peine. Hein. Donc le temps de parcours, il est hyper court, hein, vraiment hyper court. Ça pourrait être ça, mais non, c'est pas ça. En fait, c'est un truc qui est vraiment super malin. Donc on envoie effectivement un laser, mais on envoie un faisceau un petit peu large quand même. Hein, il n'est pas très bien concentré. Enfin, ça, c'est quand même petit, hein, c'est de l'ordre d'une fraction de micron. Voilà. On envoie donc un faisceau là-dessus, et on s'arrange pour qu'il déborde ici, sur les côtés. La longueur d'onde ici du laser, je l'ai noté, 780 nanomètres. C'est dans quelle gamme de fréquence ça, la longueur d'onde? Dans le visible? Il est rouge. Rouge? Ouais, en fait c'est même infrarouge en fait. On ne le voit pas là. Très bien. Alors il se trouve qu'il y a un milieu, tout ça là, il y a une couche protectrice transparente là qui a un indice 1,55, c'est du plastoc. D'accord? Donc la longueur d'onde là-dedans, c'est donné par 780 divisé par 1,55. Et ça fait à peu près 500 nanomètres. Donc la longueur d'onde dans le verre, enfin dans le plastique, est de 500 nanomètres. Bon. Et la manière dont ça marche, c'est la suivante. Il y a effectivement un dispositif qui envoie la lumière, il y en a un autre qui lit la lumière qui réfléchit, et le truc de fou, mais vraiment le truc de fou, c'est la chose suivante. C'est que s'il y a une cuvette ici, s'il y a un trou, et bien il y a une partie de la lumière ici en bleu qui s'est réfléchie sur le haut, et qui repart là vers le haut, elle arrive comme ça, elle repart en haut, et la partie qui s'est réfléchie sur le bas, elle est passée par ici, elle a parcouru cette distance-là en plus. Donc on se retrouve ici au niveau du détecteur avec de la lumière ici que j'ai mis en bleu et celle qu'on a mis en jaune qui ont eu des temps de parcours différents. Si j'appelle E ici l'épaisseur qui est ici, en jaune, l'onde qui s'est réfléchie au fond a traversé une longueur 2 E supplémentaires par rapport au bleu. Si on s'arrange pour que 2 E ici, ça soit une demi-longueur d'onde, l'onde jaune ici sera déphasée de pi sur 2 par rapport à l'onde bleue ici, c'est-à-dire qu'elle sera en opposition de phase. Et donc la lumière jaune et la lumière bleue ici vont interférer destructivement en fait. On va sommer ici 2 ondes qui sont en opposition de phase et on va trouver 0, on n'aura pas de lumière. S'il y a un trou ici, s'il y a une cuvette, on envoie un laser et on récupère rien. C'est fou, hein? Par contre, s'il n'y a pas de cuvette, tout interfère constructivement et on a bien effectivement de la lumière qui arrive en haut. J'ai pas bien compris l'histoire des crayons. C'est la surface du disque? Ouais. Ça, c'est la coupe de la surface du disque, ouais. Le disque, il serait comme ça, tout plat. Et sur toute la surface, il y a des trous? Ou pas, voilà, selon ce que tu veux coder, mais oui. Pourquoi t'as un film plastique? Non, mais il vient du... Je pense qu'il vient d'un autre siècle, il ne sait pas bien ce que c'est en fait. Là-dessus, là, t'as vraiment, tu les vois pas? Il puisse avoir des trous. Ouais, moi ça me... Ah, mais ils sont petits, hein. Ouais. Alors, je vais vous dire un truc, c'est qu'avec vos yeux, vous voyez pas tout. C'est la première fois. Non, c'est pas un trou qui traverse. Hein. C'est une cuvette, c'est juste une petite dépression ici. On va voir, en fait, elle fait une fraction de micron.
On parle... Ah, alors comment les créer, ça c'est autre chose. Alors on envoie cette coup-ci, ce qu'on fait c'est qu'on envoie un laser qui chauffe à l'endroit où on veut, ça évapore ou ça défore une partie de la surface et voilà. Donc la partie technologique de comment le faire, c'est autre chose. Et du coup, les réinscriptibles, il y en met de la matière? Non, il y a plusieurs couches, je crois. Alors les réinscriptibles, la forme qui est ici, quand tu réchauffes d'une certaine manière, ça doit se remettre. Tu sais, comme tu as des machins où tu fais clong, tu les poses, ils se clong. Enfin, ton CD il va pas faire ça, mais il y a donc selon ce que tu lui fais, ça peut prendre une forme ou une autre. Voilà, donc tu as deux états stables. Donc je reviens ici, si on veut réaliser ce que je viens de dire ici, il faut que la différence, il faut que 2 heures ici, ça soit une demi-longueur d'onde, ça fasse lambda sur 2, donc on veut que l'épaisseur, ça soit lambda sur 4, c'est-à-dire ça divisé par 4, c'est-à-dire 125 nanomètres. Voilà, à peu près 1/8 de micron. Voilà, ça marche comme ça. L'épaisseur, vous voyez qu'elle est cruciale, enfin l'épaisseur des cuvettes ici, si c'est 150 ou 200 à la place de 125, ça ne marche pas. Donc que ça soit réglé super précisément. Vous savez pourquoi le Blu-ray il t'entend sortir avec du laser rouge? Alors le Blu-ray ça utilise les mêmes principes mais à des longueurs d'onde beaucoup plus courtes pour pouvoir faire justement en fait il se trouve que la distance latérale elle compte aussi là, donc ça permet de faire des trous plus petits et donc voilà, de stocker plus d'informations. Et ce qui a mis du temps, c'est d'avoir des lasers, effectivement, dans ces domaines de fréquence-là, des lasers qui soient pas chers. Des lasers, on en avait, mais on veut pouvoir mettre ça dans les salons, que les gens puissent l'acheter. Donc, c'est la technologie laser de petite longueur d'onde. Ça, j'y reviendrai quand on fera le dernier cours, ça sera sur les lasers. Je vous expliquerai pourquoi c'est plus difficile de faire un laser dans le bleu ou dans l'ultraviolet que dans l'infrarouge. La lentille du Blu-ray elle est bleue, mais la lentille du HD de Microsoft elle était rouge. Je ne sais pas quelle était la technologie des HD Microsoft. Mais je pourrais regarder, on pourra en reparler si tu veux. Ok. Voilà, donc ça, le principe de lecture des CD repose vraiment fortement sur le concept d'interférence des sons. Si quelqu'un pense à faire une lame semi-réfléchissante, une idée pour faire une lame semi-réfléchissante d'ondes à la surface de l'eau et est prêt à faire l'expérience dans sa baignoire, ça m'intéresse. Au nom d'un mouton. Autre application de fou, mais vraiment de fou. Je vous ai parlé là tout à l'heure enfin, j'ai dit le mot relativité tout à l'heure pour vous dire que l'expérience de Michelson-Morley avait été... enfin, on avait vraiment compris ce qui s'était passé avec la relativité, donc ça c'était la relativité restreinte. Einstein, il n'a pas fait que ça, il a aussi inclus la gravitation dans la relativité restreinte qu'il avait créée. Le résultat s'appelle la relativité générale, ça c'était en 1916 qu'il a fait ça, et c'est la théorie la plus complète qu'on ait aujourd'hui de la gravitation. Une des prédictions de la relativité générale, c'est qu'on peut avoir des ondes de gravité, en quelque sorte, des ondes qu'on appelle les ondes gravitationnelles. De la même façon que Maxwell, quand il avait écrit ses équations, il est arrivé au fait que, tiens, l'électromagnétisme conduit à l'existence d'ondes nouvelles, les ondes électromagnétiques, et bien Einstein, pareil, il met une nouvelle théorie il crée une nouvelle théorie, donc il invente une nouvelle théorie, et une des prédictions, c'est qu'il y a un nouveau type d'onde qui apparaît. Donc les ondes gravitationnelles, c'est quelque chose dont on sait aujourd'hui que ça existe, on les détecte de manière indirecte, de manière assez précise. La manière dont on fait ça, c'est qu'il y a certains objets astrophysiques dans le ciel qui émettent beaucoup d'ondes gravitationnelles parce qu'ils sont en train de tourner l'un autour de l'autre. Voilà. Et s'ils émettent des ondes, ça veut dire qu'ils perdent de l'énergie, et donc ça change leur manière de tourner. Et donc, notamment quand il y a des chercheurs qui ont observé des pulsars très près les uns des autres qui tournaient, et en regardant la manière dont la période observée de ces pulsars change au cours du temps, c'était vraiment complètement compatible avec les calculs de relativité qui disaient que l'énergie avait été perdue par onde gravitationnelle.
Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Ces ondes gravitationnelles, on a envie de les détecter sur Terre directement, c'est-à-dire vraiment de la même manière qu'on voudrait avoir un détecteur à ondes électromagnétiques, voilà, une antenne, quoi, on voudrait une antenne à ondes gravitationnelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, qui est en place aujourd'hui, qui n'a pas encore donné de résultat, mais ça ne devrait pas tarder. Et le principe, c'est le suivant. Quand une onde gravitationnelle arrive à un endroit, son effet, c'est de contracter l'espace dans une certaine direction et de le dilater dans d'autres. Si j'ai la table qui est ici, là, et que j'ai une onde gravitationnelle qui est en train de passer, ce que ça va faire, c'est que pendant l'onde passe, je vais avoir ça qui va se rapprocher et ça qui va s'éloigner, enfin ça va se dilater dans ce sens-là, se contracter dans celui-là. Puis à l'instant d'après, ça va être le contraire. En fait, on va avoir ce bord-là qui vibre comme ça, ce bord-là qui vibre aussi, mais en opposition de phase. Vous allez voir, en gros, si vous avez des particules sur un cercle, ça va faire une ellipse comme ça qui fait comme même. Ça sera plus clair sur la vidéo, j'espère. Je vous mettrai un... Non, vous voyez le truc, hein? Chamallow. Peut-être. Je ne sais pas ce que tu fais avec ce chamallow, moi je les mange. Mais... Sur les crânes. Oui, d'accord, oui. Comme un chamallow. Parfait. Alors, le problème pour détecter ça, c'est que l'intensité de ces ondes est très faible et une manière de mesurer l'amplitude de ces ondes gravitationnelles, c'est un nombre que je vais noter h, qui donne la grandeur relative de laquelle les longueurs se sont changées. Je vais vous donner un ordre de grandeur ici. On s'attend à ce que sur Terre, on détecte des ondes gravitationnelles dont l'amplitude ici soit de 10-22, c'est un nombre sans unité. Ce que veut dire ce nombre-là, ça veut dire qu'au passage de l'onde, les grandeurs sont modifiées de ce nombre-là. C'est-à-dire si j'ai quelque chose qui fait 1 mètre, quand l'onde passe, ça fait 1 mètre plus ou moins 10 puissance moins 22 mètres. C'est petit, hein? On essaye de détecter ça. Alors, vous imaginez bien que ce n'est pas avec un ruban de couturière. Hein. C'est pas ça l'idée. La manière dont on fait ça aujourd'hui, c'est avec un interféromètre de Michelson, en essayant de faire la chose suivante, en se disant, ben voilà, I, dans un interféromètre de Michelson, c'est donné par 2I0 facteur de 1 plus cosinus de K fois L, et en essayant de voir les variations de L qui sont induites par le passage de l'onde gravitationnelle. Si l'onde est en train de passer, L va changer, donc l'état d'interférence va changer, et à une source ici donnée, je devrais avoir sur le détecteur qui est ici, une intensité qui va changer aussi. Cependant, comme vous le voyez, les résultats, ils risquent d'être... ils vont être probablement assez peu faciles à voir, puisque si je regarde ce qui se passe quand L varie de delta L, je trouve que delta I ici varie de 2I0 fois K delta L, je différencie ça simplement, sinus de KL. Et donc si je divise ça par I0, ça me dit que delta I sur I0, donc la variation relative d'intensité, est donnée par 2K delta L, c'est-à-dire 4pi sur lambda fois delta L, donc 4pi fois delta L sur lambda. Donc pour avoir quelque chose, pour avoir ici une intensité, une variation d'intensité qui soit pas ridicule, on voudrait ici que la grandeur qui soit ici ne soit pas ridicule. Le lambda, pour de la lumière, c'est de l'ordre d'une fraction de micron. Donc on voudrait un delta L ici qui soit le plus grand possible. Si on a une onde gravitationnelle qui arrive avec ce H là, bah ça on ne le contrôle pas, voilà. On va avoir pour delta L, ici, quelque chose qui va être H fois la longueur initiale parcourue par l'onde dans le Michelson ici. Donc, hein, le H qui est ici, ça multiplie L par un certain nombre quand l'onde gravitationnelle passe, et donc c'est ça qui fait que la grandeur varie. H, on ne le contrôle pas, mais lui, on peut le contrôler. Par contre, on peut prendre L le plus grand possible. Plus L est grand, plus delta L sera grand, et plus cette quantité-là sera grande, et donc plus delta I sera grand. Donc plus on sera sensible. Ben, on fait des interféromètres de Michelson qui ont des bras de plusieurs kilomètres de long. On prend ici quelques kilomètres. Donc ça, c'est des expériences qui s'appellent Virgo, LIGO. Vous avez ici une tour avec un miroir, vous avez des tunnels qui vont ici dans lesquels on fait le vide, parce qu'on veut que la lumière ne soit pas absorbée ni diffusée. Vous avez une tour ici avec la séparatrice, vous avez une tour avec la source. Voilà. En gros, c'est vraiment un truc à l'échelle géante, un interféromètre de Michelson à l'échelle géante. Et donc avec L ici qui est de l'ordre du kilomètre, H ici qui est de l'ordre de 10 puissance moins 22, ça fait delta L de l'ordre de 10 puissance moins 19 mètres.
Et donc vous avez ici un delta I sur I0 qui est de l'ordre de 4 pi, ça fait à peu près 10. Delta L, j'ai dit que c'était 10-22, 10-19, donc fois 10, ça fait 10-18. 10-18 divisé par la longueur d'onde, c'est à peu près 10-6, en gros, hein, ça fait quelque chose de l'ordre de 10-12. Donc si on arrive à mesurer des variations d'intensité relative avec une précision de 10 puissance moins 12, c'est gagné, on arrivera éventuellement à détecter le passage d'une onde gravitationnelle. Alors, il se trouve que c'est pas tellement évident non plus de détecter ça. Hein. Et en fait, ces expériences, elles font quelque chose en plus. En fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles rajoutent un ingrédient, elles rajoutent ici un miroir semi-réfléchissant pour faire, et ici aussi probablement, elles font, elles font une cavité de Fabry-Perot finalement. Elles s'arrangent pour que l'onde ici, elle puisse encore faire plein d'allers-retours, et puis là aussi. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ben ça change quand on fait un Fabry-Perot et donc un interféromètre, ça change la relation qui est ici. Le I n'est plus donné par ça. Et je vous rappelle que pour l'interféromètre de Fabry-Perot, I est donné par I0 sur 1 plus F sinus carré de delta L, de K delta L. Voilà, où F c'est la finesse, un nombre qu'on essaye de rendre aussi grand que possible en rendant les miroirs aussi réfléchissants que possible. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant? Ben, si je calcule delta I, je trouve, je différencie ça par rapport à delta L. Pardon, ici c'est un L, ce qui m'intéresse maintenant c'est I. Delta I, quand je fais varier L de delta L, c'est parti. La différentielle de tout ça, ça fait 2F sinus de K delta L, enfin de KL, pardon, fois cosinus de KL fois K delta L. Et je divise tout ça par le carré, 1 plus F, sinus carré de KL. Et si je calcule delta I sur I, du coup, je trouve 2F, K delta L. Et si je m'arrange pour qu'on soit sur un maximum de la transmission issue du dispositif, on peut montrer que du coup les autres termes ils font quelque chose de l'ordre de 1. Et donc on a delta I sur I qui est donné par ça. Et ça c'est simplement du coup 4 pi F delta L sur l'onde. Si on compare l'expression qui est ici à celle qui est là, on voit que ce qui change c'est F. On a F en plus. F, si on a une finesse qui est importante, donc si on a des miroirs très réfléchissants, F peut être de l'ordre de 100, 1000, 10 000. Et donc ça augmente d'autant la sensibilité du dispositif. Et donc si vous rajoutez un facteur ici, 1000 ou 10 000, vous voyez que ça vous fait gagner autant d'ordre de grandeur sur la quantité K. Ça, c'est un dispositif qui est effectivement construit, qui est en train d'essayer de détecter des ondes gravitationnelles. Il y a beaucoup d'obstacles technologiques à ça. Hein. Si on veut, vous voyez que si on veut repérer ici une variation de longueur de l'ordre de 10 moins, c'était combien 10 moins 22 fois le kilomètre, donc ça fait quelque chose de l'ordre de 10 moins 19 mètres. C'est beaucoup plus petit que la taille d'un atome. Hein. Donc il ne faut pas que le miroir il bouge trop. Donc il faut qu'il soit refroidi parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mouvement thermique. Il faut pas non plus que vous arrivez et puis il fait ça, boum, sur le miroir. Ça, une vibration, même si vous êtes à quelques centaines de mètres du miroir, ça suffit pour le faire bouger et à tout perturber. Hein. Donc il faut arriver à ce que le miroir soit très bien isolé de leur entourage. Donc ils sont suspendus à toute une chaîne de ressorts étudiés pour. Et puis en plus, il y a derrière toute une chaîne de traitement parce qu'on n'arrive pas à complètement éliminer toutes les vibrations. Il y a toute une chaîne de traitement qui essaye de détecter, d'éliminer dans le signal qu'on voit ce qui serait dû aux vibrations autour de l'appareil et ce qui serait dû à une onde gravitationnelle en train de passer. Donc ça c'est tout un business, c'est compliqué, il y a des gens qui font ça. Et voilà, donc ça c'est une application de l'interféromètre de Michelson et puis aussi du Fabry-Perot à une échelle vraiment gigantesque. Il y a un projet de faire ça dans l'espace en remplaçant ce miroir-là par un satellite, celui-là par un satellite et qu'ils soient chacun à quelques centaines de millions de kilomètres l'un de l'autre. Donc ici on gagnerait, on n'aurait plus quelques kilomètres mais quelques centaines de millions de kilomètres. Et donc là on gagne un facteur énorme sur les delta L. Donc voilà, il y a des gens qui essayent aussi de détecter les ondes gravitationnelles par cette manière. Bon, est-ce que vous avez des questions sur ça?
Dernière application de fou pour les interférences à 2 ondes. Je vais vous parler d'arc-en-ciel. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que c'est qu'un arc-en-ciel? Vous êtes en L3 physique. Vous devez avoir une introduction. Il n'y a pas de diffraction, a priori, quand on explique. Ouais. La lumière est dispersée différemment selon l'environnement à cause des gouttelettes d'eau. Ouais, d'accord, mais donc tu parles de gouttelettes d'eau là. Il y a des gouttelettes? Faut qu'il y ait de l'eau? Non, notamment, c'était juste. Du Ricard? Tout le milieu qui va disperser la lumière. En fait. Oui, alors, effectivement, on parle plutôt de l'eau en général, mais il faut effectivement qu'il y ait des gouttes d'eau. Donc c'est un phénomène qui apparaît quand il y a de l'eau, quand il y a du soleil. Et je vous rappelle juste, on a un schéma ce qui se passe. Avant même de parler de dispersion, pourquoi ce qui se passe vraiment, vous avez le soleil derrière vous et vous avez de la lumière qui vient de l'opposé du soleil. Vous avez un arc coloré dans le ciel de ce côté-là, alors que le soleil est dans votre dos. Déjà, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'il y a de la lumière qui vous vient de là-bas alors que le soleil il est derrière? Pourquoi? Donc j'ai le soleil qui est ici, enfin il est même là-bas, loin, et moi je suis là, je toque, je regarde par là et je vois de la lumière. C'est ça qui se passe, hein. Pourquoi? L'image par quoi? Alors si on considère la goutte d'eau comme une lentille ici sphérique, l'image du soleil elle va se former là en fait. Donc les rayons ils vont partir là, et ils vont jamais revenir sur mon œil là. Donc non, c'est pas ça qui se passe. Non, vous savez ça. Alors on pourrait se dire, bah tiens, ça pourrait être la lumière qui se réfléchit sur la goutte ici. D'accord? Alors c'est le cas, c'est-à-dire qu'il y a de la lumière qui se réfléchit sur la goutte, mais ça c'est pas l'arc-en-ciel. Ça vous le voyez, vous avez le soleil derrière vous, la pluie en train de tomber au loin, bah, vous avez la pluie, vous la voyez un peu plus brillante qu'autour. Oui, ça c'est vrai. C'est la lumière qui se réfléchit sur le bord de la goutte. L'arc-en-ciel c'est un tout petit peu plus subtil que ça. Vous avez la lumière qui arrive là, qui rentre dans la goutte. Une partie de la lumière qui est rentrée dans la goutte repart ici, mais celle-là, elle n'atteindra pas l'œil, donc on s'en fout. Il y a une partie qui est réfléchie ici par le bord intérieur de la goutte, et puis qui ressort. Il y a une partie de la lumière qui fait ça. Du fait que le phénomène de réfraction ici, à cet endroit-là et à cet endroit-là, dépend de la longueur d'onde, ça veut dire que la direction ici émergente va aussi dépendre de la longueur d'onde. C'est ça qui fait les couleurs. Je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est ça le phénomène. Et ça, si vous voulez mettre en évidence l'arc-en-ciel et l'expliquer à quelqu'un, hein, il y a un moyen vraiment super simple. Vous prenez un verre à cognac, par exemple, un verre ballon, là, vous allez dire que je suis alcoolique. Il se trouve que c'est vrai, mais vous n'avez pas de raison de le savoir. Donc vous prenez un verre à cognac que vous remplissez d'eau, du coup ça fait vraiment une goutte d'eau qui est tenue par le verre. Et si vous voulez voir l'arc-en-ciel, vous avez le soleil derrière vous, vous avez votre verre comme ça rempli d'eau, et vous allez regarder le reflet du soleil sur le bord intérieur du verre. C'est vraiment ça. Ce qu'on est en train de dire là, c'est que pour le gars qui est ici, il voit la lumière du soleil qui s'est réfléchie là. Donc vous regardez le bord le plus éloigné de vous à travers le verre, et puis vous bougez la tête sur le côté, vous l'éloignez, et vous allez voir qu'à un moment, effectivement, vous allez voir l'arc-en-ciel sur le fond du verre à cognac. L'arc-en-ciel, c'est ça, mais vous avez plein de verres de cognac en train de tomber d'un coup, des nuages. Voilà. Sauf qu'ils sont tout petits et c'est des gouttes d'eau. C'est vraiment le même principe. Bon. Pourquoi on voit des couleurs? Là, quand je vous ai dit ça, je ne vous explique pas grand-chose en fait, parce que toute la lumière qui vient du soleil, ça fait un spectre, ça fait de la lumière blanche. Vous avez des rayons qui arrivent ici, qui repartent dans cette direction-là, et à mon œil, ici, je peux imaginer plein de rayons qui ont toutes les couleurs possibles qui atteignent mon œil. Je vais m'intéresser à une longueur d'onde donnée, pour bien voir ce qui se passe. Je vais considérer ici, non pas qu'on a le soleil, mais une source monochromatique. Quand c'est le cas, les rayons lumineux, il y en a plein qui atteignent la goutte ici avec des inclinaisons différentes, et donc du coup, ils atteignent ici la première face avec un angle différent, puisque la face est en train elle a une courbure ici, et donc ils vont se propager à l'intérieur ici avec un angle différent. Et je vais vous montrer ici sur une petite animation que j'ai faite avec mes petites mains. Donc là, ce que je vous montre là, c'est la goutte d'eau avec un rayon dedans.
et je vous montre ce qui se passe voilà, quand le rayon est de plus en plus près du centre. Donc, je vais d'abord le faire passer près du centre. Vous voyez le rayon incident, toc, il rentre, et vous voyez le rayon émergent, c'est celui du bas. Regardez la direction du rayon émergent. Vous voyez que la direction donc, du rayon émergent ici dépend de quel rayon on a considéré qui est rentré dans la goutte. Vous voyez ça? Donc ici, le rayon émergent en particulier devient de plus en plus incliné. Vous êtes d'accord? Il est de plus en plus incliné. Regardez bien ce qui se passe. Je continue à monter le rayon. Et vous voyez que le rayon de sortie, regardez, il passe par un maximum là. Et hop, il est de nouveau moins incliné ici. Je refais doucement. Donc vous avez ici les rayons qui ont ça. Le rayon émergent qui est de plus en plus incliné. J'augmente l'incidence. Il est de plus en plus incliné. J'augmente l'incidence. Et paf, là il est moins incliné en fait. Donc il y a un maximum quelque part. Par là. Dit autrement, regardez le rayon émergent qui a cette direction-là. Il y a un autre rayon qui a la même direction. Je vais essayer de le trouver. Donc vous la voyez, la direction émergente là? Voilà, à peu près celle-là. Il y a un autre rayon qui a cette direction émergente là. Voilà, qui est à peu près par là. Ouais, ben en fait, donc, il y a une direction la plus inclinée possible, des rayons qui sortent de la goutte. Et donc ça se traduit de la manière suivante. Vous avez ici donc le rayon qui passe ici, qui est peu incliné, ce rayon-là peu incliné, celui-là de plus en plus, celui-là de plus en plus. Je vous fais le dessin animé de ce que je vous ai montré là. De plus en plus, et puis hop, ils redeviennent de nouveau très inclinés. Donc ici, incliné, incliné, toc, toc, et de nouveau moins incliné. Et si vous regardez ce qui se passe ici à ce niveau-là, là, je vais en rajouter plus pour qu'on voit bien, vous avez ici une accumulation de lumière finalement. Vous avez tout un tas de rayons ici. Au moment où l'angle émergent ici atteint son maximum, comme toute fonction qui atteint son maximum, hein, vous avez ici une accumulation, il y a plus de rayons qui ont cette inclinaison-là. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une caustique hein, en optique, vous avez ici une accumulation de rayons lumineux, et donc si vous regardez, vous, la lumière qui a cette longueur d'onde-là, par exemple, disons que c'est du rouge, vous avez de la lumière rouge qui arrive ici, et bien vous avez ici une caustique, et votre œil, il va voir ici une intensité rouge assez importante. Plus que là. Hein. Donc ça veut dire quoi? Les directions ici, c'est vraiment les directions dans lesquelles on regarde. Hein. Ça veut dire que dans certaines directions ici, on voit pas, enfin on voit un peu de lumière, mais voilà, un peu de lumière, un peu de lumière. Et là, par contre, on en voit beaucoup. Ce qui veut dire que pour cette goutte-là, pour la goutte qui est ici, vous vous mettez, vous, ici, à cet endroit-là, et vous allez voir arriver cette lumière-là. Et c'est ça que vous allez voir qu'ici, il y a une lumière importante, une intensité importante. Vous allez voir ici beaucoup de rouge. Maintenant, si vous faites la même courbe avec une radiation bleue, comme la longueur d'onde est un peu différente, la direction ici de l'acoustique va être un petit peu différente aussi. Et avec des rayons bleus, vous aurez ici une courbe qui va pas mal ressembler. Sauf que la direction de l'acoustique ici ne sera pas la même que la direction de l'acoustique qui est là. Et donc vous allez voir le bleu dans une certaine direction et le rouge dans une autre. Oui, c'est un petit peu compliqué quand même à l'arc-en-ciel. Hein. C'est pas juste, il y a du rouge qui vient d'une direction et il y a du bleu qui vient d'une autre. Non, vous avez du rouge qui arrive partout, et simplement il est un peu plus concentré dans cette direction-là. Le bleu, lui, est plus concentré dans une autre direction, et vous vous retrouvez à voir finalement là-bas plus de rouge, là-bas plus de bleu, et tout ça, ça forme un arc dans le ciel qui est l'arc que vous connaissez. Ça, c'est l'arc primaire. Il y en a un autre, un arc secondaire qui est dû à la lumière qui a fait une autre réflexion là, sur l'intérieur du bord, mais je ne veux pas en parler ici. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Je vais mettre la question, mais je me demande pourquoi ça forme un arc. D'accord? Donc ça, c'est parce que... Ok. On va dessiner... je vais dessiner un truc. Je m'éloigne un petit peu, je regarde la goutte. On éclaire cette goutte avec tout un faisceau. Vous voyez vraiment, il y a des rayons partout en 3 dimensions, ils sont tous parallèles les uns aux autres. J'ai un faisceau parallèle qui arrive là-dessus. La caustique qui est ici, là, donc je vais la représenter dans cette direction-là. Le trait blanc ici, c'est la caustique. Vous voyez que vous avez la même chose en haut. Ici, là, j'ai représenté des rayons qui arrivent en haut de la goutte et qui repartent en bas. Et si j'ai des rayons qui arrivent en bas de la goutte et qui repartent en haut, ça va être la même chose. Donc j'ai aussi une caustique là. Si maintenant j'ai des rayons qui sont dans ce plan-là, donc je prends un rayon qui passe au centre, puis je l'éloigne, tu vois que cette caustique dont je suis en train de parler va se retrouver derrière le tableau. Tu prends cette figure-là, puis tu la tournes d'un quart de tour, et donc tu as aussi une caustique comme ça, et une caustique comme ça. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est vous avez tout un cône caustique.
vous éclairez la goutte avec un faisceau parallèle, et vous avez ici tout un cône comme ça autour de la goutte, sur laquelle la lumière est concentrée. Maintenant, la pluie, c'est quoi? La pluie, c'est tous ces cônes-là, c'est les gouttes en train de tomber, elles sont chacune munies de leur cône, et vous, ce que vous voyez ici, vous êtes là en train de regarder dans cette direction-là, et ben vous avez cette lumière-là, de ce cône-là qui vous atteint les doigts de pied, ben vous ne les voyez pas, sauf si vous êtes muni de caméra à vos doigts de pied, et par contre, celui-là, vous voyez super bien, celui-là, vous ne le voyez pas. Donc vous voyez, vous, de la lumière qui vient juste de cette goutte d'eau-là. Et ben vous imaginez ça maintenant en 3 dimensions. Qu'est-ce que vous allez choper? Vous allez choper aussi une goutte qui est ici, avec le bout de son cône qui arrive là. Une autre goutte qui est ici. Si vous regardez toutes les gouttes ici qui ont un bord de leur cône qui atteint votre œil, ben ça forme un arc de cercle autour de vous. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on voit un arc de cercle dans ça. Encore une fois, c'est pas si simple que ça, hein, l'arc-en-ciel, on explique ça dans les petites classes, mais c'est quand même assez subtil comme truc. Hein. Donc ça, le mieux, hein, c'est peut-être effectivement, si vous voulez expliquer ça, c'est de le faire vraiment, faire des petites boules avec des cônes, hein, des cônes en papier. Des cônes, c'est à faire, hein, voilà, des cônes comme ça, tous les mêmes, et puis vous en mettez autour, et vous regardez, vous demandez à la personne quand est-ce qu'elle voit vraiment le papier par la tranche, voilà, et vous allez voir que les cônes qu'une personne voit avec une tranche qui lui arrive dessus, bah, elle forme un arc de cercle. Bon, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il y a aussi un phénomène d'interférence qui intervient là-dedans, dont on parle peu et qu'on voit assez rarement, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut observer si on fait attention quand il y a de l'orage. C'est la chose suivante. Quand je vous ai montré tout à l'heure l'animation, là, je vous ai dit, bah, il y a 2 situations dans lesquelles on a une onde qui va dans cette direction-là et une onde ici qui va dans cette direction-là aussi. Et j'ai essayé de vous caler ici, donc on avait une onde qui arrivait, une onde qui faisait ça, et puis une autre qui faisait probablement quelque chose comme ça. Voilà. On avait 2 incidences différentes ici qui donnaient la même direction de sortie là. Bah, votre œil, donc ça c'est votre œil, il est là. Vous avez 2 rayons parallèles qui arrivent ici. Votre œil, il est fait pour recombiner les rayons parallèles. Ça s'appelle regarder un objet à l'infini. Donc ces rayons-là, quand ils atteignent votre œil, bon, du moment qu'ils soient assez serrés, hein, mais comme une goutte, ça fait de toute façon, c'est plus petit qu'un millimètre. Les 2 rayons ici sont bien plus proches que 1 millimètre. Donc votre œil à l'échelle, ça serait quelque chose comme ça. Votre œil va recombiner ces rayons-là ici sur la rétine. Et vous allez voir ici des interférences, parce que les 2 rayons qui sont ici n'ont pas parcouru le même chemin dans la goutte. Et donc vous allez avoir certaines directions dans lesquelles vous n'allez pas avoir de lumière et d'autres dans lesquelles vous allez voir de la lumière. Si ce que je vous dis est correct, ça veut dire que quand vous regardez un arc-en-ciel, vous ne devez pas voir la succession de couleurs habituelle, mais vous allez voir quelque chose comme ça. Donc ça serait ce qu'on verrait effectivement. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça, c'est bardé. Je vais plutôt vous le montrer en fait sur une photo. C'est bardé en fait de franges d'interférence. Je vais vous le montrer. Et alors, ça par contre vous ne voyez pas souvent. Pourquoi? Alors, il se trouve que quand vous étudiez l'arc-en-ciel dans les petites classes, vous vous rendez compte que la direction dans laquelle vient le rouge ne dépend pas de la taille de la goutte. Ça dépend de... Si c'est une sphère, en fait, vous pouvez prendre une petite, une grosse sphère, vous allez trouver pour toutes les gouttes de toutes les tailles la même direction ici du rouge. Donc si vous avez de la pluie qui est en train de tomber avec des gouttes de taille différentes, bah, vous allez voir un bel arc-en-ciel, il n'y a pas de souci. Par contre, l'effet que je viens de vous dire là, l'état d'interférence entre un rayon et celui d'à côté, ça dépend vraiment de la goutte. Si la goutte est minuscule, bah, les différences optiques vont être petites. Si la goutte est grosse, la différence optique va être grosse. Donc si vous avez de la pluie avec des gouttes qui ont des tailles très différentes les unes des autres, cet effet-là, vous n'allez pas le voir, parce que vous allez avoir de temps en temps sur votre œil, vous allez avoir de la lumière qui vient d'une petite goutte avec un certain état d'interférence, constructive par exemple, puis paf, l'instant d'après, ça va être une autre goutte plus grosse et l'interférence va être destructive, etc. Et donc vous ne voyez pas ça. Donc il faut qu'il y ait des gouttes qui soient toutes de la même taille. Ça arrive dans des conditions météorologiques très particulières, c'est assez rare, mais ça arrive quand même, hein. Donc, je sais pas, une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, si vous faites gaffe. En gros, quand il y a un bel orage, où il y a un arc-en-ciel, regardez ça. Essayez de voir ces arcs surnuméraires-là. Et c'est vraiment dû à l'interférence entre les rayons qui sont passés dans la goutte et qui ont parcouru des trajets différents. Pour répondre à ta question, pourquoi? Parce que quand on regarde l'arc-en-ciel, on a l'impression que le dessus de l'arc-en-ciel est plus sombre que l'intérieur. Ben ça, c'est aussi très simple. Parce que vous voyez qu'il n'y a pas de lumière du tout qui est
qui est réfractée à un angle plus grand que celui-là. Vous n'avez pas la lumière qui arrive comme ça. La lumière elle est réfractée dans cette direction-là, celle-là, 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 elle atteint le maximum, puis elle revient par là-bas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lumière qui vient par là-bas. Autrement dit, si toi tu regardes dans cette direction-là, il n'y a pas de goutte qui t'a renvoyé de la lumière dans cette direction-là. Donc à cause de cette inclinaison maximale que peuvent avoir les rayons, ça te dit que dans le ciel, il y a tout un tas de gouttes qui ne renvoient pas de lumière vers toi via ce phénomène-là. Donc ça veut dire que c'est plus sombre. Voilà. La partie claire en dessous de l'arc-en-ciel, c'est les rayons qui sont là. La partie sombre, c'est l'absence de rayons qui sont ici. Il y a aussi un autre truc de fou que vous pouvez regarder, que les gens ne voient pas souvent. Je ne sais pas si je vous en ai parlé en optique l'an dernier, mais je vais le refaire. Ça s'appelle les parélies. Ok. Parélies. Ça accompagne le soleil. Et ça ressemble à des arcs-en-ciel, sauf que c'est de part et d'autre du soleil. Vous avez le soleil et vous avez, en gros, vous tendez vos bras comme ça, à cette distance-là, vous avez le soleil là, et puis vous regardez à cette distance-là, et vous avez là une tache qui ressemble à un arc-en-ciel. Qui n'est pas un arc-en-ciel, parce que c'est pas du tout ce phénomène-là. L'arc-en-ciel, il faut avoir le soleil dans le dos pour que ça marche. Les parélies, c'est quelque chose d'un peu plus... Enfin, c'est quelque chose d'autre. C'est le fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vous avez dans le ciel des cristaux de glace qui sont de cette forme-là, hexagonaux. Vous en avez toutes les formes, vous en avez en particulier de cette forme-là. Et si vous étudiez la manière dont la lumière peut rentrer par une de ces faces-là et ressortir par celle-là, vous apercevez de la même manière qu'ici, qu'il y a aussi un maximum. C'est-à-dire que si vous faites varier les incidences ici, vous avez ici une direction dans laquelle s'accumule la lumière. Cette direction dépend de l'indice de réfraction de la glace. L'indice de réfraction de la glace dépend de la longueur d'onde, et donc vous avez ici de la lumière qui se concentre sur des caustiques qui ne sont pas dans la même direction pour le rouge ou pour le bleu. Donc ça ressemble à un arc-en-ciel. Et pour que ça marche, il faut que les cristaux, il faut qu'il y ait des cristaux, donc il faut qu'il y ait de la glace dans l'atmosphère, donc il faut qu'il fasse froid en altitude, mais ça arrive très souvent ici. Il faut que les cristaux de glace soient à peu près tous orientés comme ça, hein, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas sur la tranche, mais qu'ils soient vraiment avec leur face sur le côté. Ça aussi, c'est quelque chose de courant, parce que quand un cristal de glace est en train de tomber, c'est comme une feuille de papier. Une feuille de papier, puis ça tombe comme ça. D'accord ? Ça tombe jamais comme ça. Enfin, le cristal de glace, c'est pareil, il fait ça. Voilà, vous avez plein de cristaux de glace qui font ça tous en même temps. Et donc, en moyenne, ils sont à peu près tous à l'horizontale. Et donc, dans les conditions où ça se produit, vous avez ces cristaux de glace qui sont en train de tomber comme ça, tout doucement. Vous avez le soleil qui est derrière, et la lumière du soleil qui rentre par un côté comme ça, qui repart par l'autre en faisant des caustiques colorés, et du coup ça ressemble à des arcs-en-ciel. Ça, c'est beaucoup plus courant que les arcs-en-ciel. Hein. Vraiment, alors c'est vrai que les gens sont souvent étonnés parce qu'on les remarque rarement. Ça peut être vraiment extrêmement lumineux, ça peut être plus lumineux que les arcs-en-ciel, et c'est quelque chose, on en voit facilement, je sais pas, moi dans l'année je dois en voir 5 ou 6. Hein. Les arcs-en-ciel, c'est pas le cas, hein. Je sais pas vous, mais les arcs-en-ciel, j'en vois 1 ou 2 par an. Ça, il y a même certaines périodes où on en voit 2-3 dans le mois, hein, sans problème. Donc de temps en temps, regardez dans le ciel. Si vous voyez, genre le ciel il fait beau, il y a le soleil qui est là, mais vous avez quand même l'idée que c'est un petit peu voilé, un tout petit peu voilé, il y a des nuages qui sont là, et il fait pas une journée où il ne fait pas super chaud, et bien regardez de part et d'autre du soleil, à un moment donné, vous allez voir ce truc. De quoi ? Il faut qu'il fasse froid en altitude, donc... Là, c'est une bonne période en ce moment. De quoi ? Là, c'est une bonne période en ce moment, 4 degrés. Oui, là c'est une bonne période, ouais. Je n'ai même pas regardé, mais ça se trouve, il y en a. Là, c'est peut-être un petit peu trop voilé, mais... ça m'est déjà arrivé de sortir en cours, de mener la classe dehors et d'aller les montrer. Hein. Enfin, bon, ça arrive, quoi. Si j'en vois, je vous envoie un mail par Moodle. D'accord. Donc c'est autre chose. Donc le ciel est bleu parce que dans l'atmosphère, l'atmosphère n'est pas complètement homogène. Vous avez certaines régions qui sont un tout petit peu plus ou moins denses que d'autres. Vous avez des bulles en fait, hein, c'est ça. Hein. Pour les gens qui ont déjà fait du planeur, c'est un truc de fou les bulles dans l'atmosphère. Hein. Vous avez l'impression des fois de rouler sur un champ de cailloux alors que c'est juste de l'air. Voilà, vous avez une région un peu plus dense, votre aile arrive dessus, ça prend comme un caillou, quoi. Donc bref. C'est un mauvais souvenir pour moi. Donc l'atmosphère n'est pas homogène, et du coup ces inhomogénéités-là, ça diffuse la lumière. C'est-à-dire que quand la lumière arrive sur un endroit plus ou moins dense, elle est réfractée dans des directions différentes,
Et ça se traduit par de la diffusion en fait. La lumière arrive et puis repart un peu dans toutes les directions. On peut montrer que ce phénomène-là dépend de la longueur d'onde. Il n'est pas aussi efficace pour le rouge que pour le bleu. Une longueur d'onde, une radiation bleue est beaucoup plus sujette à ça qu'une radiation rouge. Voilà. Ça s'appelle la diffusion Rayleigh, et c'est la physique de la diffusion Rayleigh qui nous montre ça. Du coup, quand tu regardes dans une direction donnée dans le ciel, tu as la lumière qui est en train de traverser l'atmosphère, et une partie de la lumière est réfléchie, enfin est diffusée vers toi. Il y en a une partie qui est rouge, une partie qui est bleue, mais comme c'est beaucoup plus efficace pour le bleu, le spectre de ce que tu reçois a beaucoup plus de composantes bleues, donc tu le vois bleu. Par contre, du coup, si tu te mettais là, que tu regardais à travers toute l'atmosphère, tu verrais, il y aurait plein de radiations bleues qui auraient été supprimées par ce phénomène-là, donc tu verrais quelque chose de plutôt rouge. C'est les couchers de soleil. La même chose. Quand tu regardes en direction du soleil ou autour du soleil, tout le bleu a été diffusé ailleurs, donc ça te semble rouge. Mais pourquoi bleu et pas violet, sachant que c'est par l'extrême le bleu? Parce que la lumière, parce que tu ne reçois pas que du bleu non plus. J'ai dit que c'était plus efficace pour le bleu, mais tu as aussi du rouge, tu as aussi toutes les longueurs d'onde intermédiaires, mais moins importantes. Donc ce que tu reçois, c'est un mélange de tout le spectre, mais avec une composante principale dans le bleu. Mais tu as tout le reste aussi, hein. Donc c'est pas une couleur pure du tout. En parenthèse, ce phénomène-là là, de diffusion, il est polarisé aussi. C'est-à-dire que, la lumière que vous recevez a été diffusée comme ça vers votre œil, elle est plus polarisée que la lumière du soleil. Si vous prenez un polariseur, genre des lunettes de soleil, et que vous regardez dans différentes directions du ciel, vous allez voir différentes luminosités. Et autrement, si vous regardez dans une direction, vous avez le soleil qui est là, vous regardez dans une direction perpendiculaire au soleil, vous prenez votre lunette de soleil et vous la tournez sur elle-même, vous allez voir que vous allez réussir à éteindre ou allumer le ciel comme ça. Bon, je voulais vous dire un autre truc, mais non, enfin, je le refais. J'aurais pas le temps de le dire bien, donc on s'arrête là, si ça va pas.